Bonsoir à tous et à toutes, aux courageux et courageuses qui tiennent jusqu'à la dernière conférence de la soirée. Bonjour, moi c'est Pline, je fais une thèse en sciences de l'éducation et dans ma thèse, je m'intéresse à faciliter l'utilisation de recherche par des enseignants et enseignantes. Et à partir de mon sujet de thèse qui est très tourné vers un certain public, donc les enseignants, je me suis posé la question de manière générale, en fait, à quoi ça sert les recherches en lien avec l'esprit critique ? Que ce soit des enseignants, enseignantes ou des vulgarisateurs, vulgarisatrices ou des intervenants, intervenantes au REC, on peut se demander, l'esprit critique qui se revendique souvent des sciences, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser, à s'approprier des recherches pour nourrir nos réflexions, nos travaux et tout ça. Et mon point de départ, c'était vraiment, finalement, l'esprit critique, on a, je pense, tous et toutes une idée de ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a aucune idée de ce que c'est l'esprit critique ? Fin de journée des REC, non, ça va. Super. Donc, ce qui est marrant, c'est que si je vous demande quelles sont vos conceptions, quelle est votre idée de, si vous deviez m'expliquer en 2 phrases ce que c'est l'esprit critique, moi je m'attends à avoir par exemple des gens qui vont me dire, voilà, l'esprit critique, c'est important de travailler autour des biais cognitifs, des arguments fallacieux, donc essayer de corriger nos erreurs un peu naturelles ou en tout cas récurrentes de jugement, de réflexion et tout ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être me dire, ah non, mais pour moi, je pense que l'esprit critique, c'est surtout d'acquérir une démarche scientifique, de réussir à comprendre les sciences, d'être capable d'appliquer une méthode, ce genre de choses. Bon, pourquoi pas. Peut-être pour des enseignants de sciences, par exemple, ça va être quelque chose qui va plus ressortir que les biais cognitifs, les arguments fallacieux. Mais il y a plein d'autres visions, plein d'autres façons de penser l'esprit critique. Et du coup, j'aimerais pouvoir aborder avec vous cette question de quelle est la place finalement des recherches sur l'esprit critique dans tout ça. Et petite question déjà, est-ce que parmi vous, on peut faire à main levée, qui a déjà lu des recherches sur l'esprit critique? Ok, super. Donc on va dire un tiers à peu près des personnes qui sont là. Est-ce qu'il y aurait un ou une volontaire parmi les personnes qui ont levé la main qui peuvent me dire dans quel but, enfin quelle drôle d'idée finalement de lire des recherches? Est-ce qu'il y aurait des volontaires parmi les personnes qui ont levé la main pour dire pourquoi vous avez lu ces recherches? Qu'est-ce qui a motivé finalement votre choix? Sur les enseignements d'évolution. Pardon? Enseignements de l'évolution. Mais dans quel contexte? N'hésite pas à développer. Prof de SVT. Ok. Pour, par exemple, lutter contre les biais théologiques, les biais de finalisme. Donc là, j'ai lu des études qui ont été faites sur l'enseignement d'évolution dans les écoles. Super. Est-ce que tu as l'impression que cette lecture, par exemple, ça t'a aidé justement? Est-ce que, donc, dans les recherches justement sur à quoi servent les recherches, parce que oui, il y a des recherches sur tout, et moi j'ai le plaisir de lire du coup des recherches sur pourquoi on fait des recherches. Et il se trouve qu'il y a plusieurs types d'utilisation qui peuvent ressortir. Donc tu vas pouvoir peut-être nous dire dans quelle catégorie ça se range, ou peut-être que ce sera une autre catégorie. Moi, généralement, je parle d'un côté tout ce qui va être une utilisation conceptuelle. Donc c'est comment on change ses idées. Donc, par exemple, moi j'ai une définition de l'esprit critique, je vais lire des recherches qui en parlent, ça peut être en philosophie, en psychologie ou d'autres disciplines, et peut-être que ça va m'amener à revoir un petit peu comment je pense l'esprit critique, quelle définition je lui donne, est-ce que je rajoute des morceaux auxquels j'avais pas pensé, est-ce que je me rends compte que certains morceaux en fait ils sont pas si importants. Et de l'autre côté, ça peut être une utilisation, ce que moi j'appelle instrumentale. Et là, ça va être plus le pendant, comment est-ce que je change mes pratiques? Donc, si je suis prof, voilà, on va pouvoir mettre une séquence pédagogique différente. Mais si je suis, par exemple, parent aussi, on peut se dire, je vais changer ma posture vis-à-vis de mes enfants, je vais changer... voilà, il y a plein de contextes dans lesquels on peut être amené à vouloir utiliser des recherches, soit pour changer ses idées, soit pour changer ses pratiques. Maintenant, j'ai envie de poser la question aux personnes qui n'ont pas levé la main.
Est-ce que vous voyez aujourd'hui un intérêt? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait faire que vous auriez envie ou vous pensez qu'il y aurait un apport pour vous, spécifiquement, à lire des recherches sur l'esprit critique? Enfin, juste que j'aime bien apprendre et affiner mes connaissances. Et je vois des noms de chaînes YouTube sur l'esprit critique et autres, notamment aussi la vôtre. Du coup, ça augmenterait mes connaissances sur le sujet. Je pense que ça m'aiderait à mieux comprendre la société et à un tout petit peu moins me faire manipuler des fois. Ok, donc acquérir des connaissances, affiner sa représentation, moins se faire manipuler. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on a... Ouais. Moi, je serais gêné en fait de lire des études scientifiques parce que je ne me sens pas capable d'avoir justement un esprit critique sur ces publications. Pourtant, j'ai une culture scientifique, en tout cas scientifique et technique, parce que je suis ingénieur. Mais je ne serais pas capable d'être capable de savoir si telle ou telle étude elle est de qualité ou pas de qualité. Donc c'est vrai que moi je suis ici pour aussi avoir un certain travail de vulgarisation par rapport à l'état des connaissances là-dessus. Merci beaucoup. Ça va me faire une transition du coup vers une autre question qui, je pense, est reliée à ça. Donc là, en gros, je posais la question de pourquoi finalement s'embêter à lire des recherches. Et effectivement, on peut imaginer plein de raisons comme acquérir des connaissances, changer sa perspective sur un sujet, changer ses pratiques, etc. Mais il y a aussi une question qui se pose de fait, c'est quelles sont les bonnes raisons de ne pas le faire? Et donc, dans ce que je comprends que tu viens d'évoquer, c'est on peut ne pas se sentir capable. Il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer ça. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres raisons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire pourquoi, si vous n'en lisez pas ou si vous ne vous sentez pas d'en lire, ou s'il y a d'autres raisons. Je pense qu'il y a le fait de ne pas se sentir forcément capable, et je pense qu'il peut bloquer aussi cette peur du changement, un peu. Parfois se dire que quand on devient un peu plus lucide sur certains sujets et plus sûr de son analyse, ça vient forcément amener une dissonance cognitive et se rendre compte que son attitude ne correspond plus avec notre nouvelle manière de penser. Et donc, ça risque d'amener un changement et ça peut faire peur à l'avance et se dire « Oh là, l'immobilisme, c'est top aussi, quoi. » Moi, je ne sais pas si je serais compétent pour savoir justement ce qu'elle vaut, la recherche. Moi, j'aimerais bien attendre, un peu comme on avait une présentation sur le climat avant, qu'il y ait un GIEC qui nous dise le consensus scientifique, c'est ça, quoi. Je serais prêt pour lire la synthèse de l'état de l'art, mais pas les études en elles-mêmes. Donc ça rejoint, je crois, le premier commentaire, plus sur la compétence perçue par rapport à une étude scientifique qui peut un peu faire peur. Est-ce qu'il y a d'autres... il y avait une main levée. Ouais. J'ai une le temps, les définitions des mots, il y a plein de choses, de trucs, et il faut aussi revoir plein, et généralement son avis unique, en vérité, pour construire un truc suffisamment fiable, il faut aussi plusieurs avis de d'autres personnes qui ont partagé leur vie sur leur domaine de compétences pour vraiment la connaissance. Okay. Juste de manière générale, n'hésitez pas à parler un petit peu plus fort. Je ne sais pas si tout le monde vous entend bien, donc malheureusement, il n'y a pas de micro à faire passer. Mais donc merci pour vos retours justement. Je pense que comme on le voit, il y a effectivement plusieurs enjeux et plusieurs difficultés, plusieurs barrières en fait à l'entrée. Effectivement, en général, les chercheurs, chercheuses, les scientifiques n'écrivent pas forcément pour d'autres personnes que leurs pairs, donc des personnes qui, a priori, qui ont une formation pour justement lire des articles scientifiques. Et donc, d'où l'intérêt peut-être d'avoir une synthèse avec un état de l'art et tout ça, ou en tout cas d'avoir une médiation, quelle qu'en soit la nature. Voilà, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers des textes, ça peut être à travers des journées de rencontres, justement, où on peut essayer de s'approprier. Je vais revenir vraiment sur le point que tu mentionnais sur le changement. Je pense que c'est un point assez central, en tout cas dans ma réflexion aujourd'hui sur le sujet. Je pense qu'une des grandes difficultés qui n'est pas juste liée à l'utilisation de recherche, mais à beaucoup de choses, c'est effectivement qu'est-ce que ça représente en fait de changer ses croyances, changer son opinion sur un sujet. Et souvent, ça demande un contexte qui va être favorable à ça. C'est pas n'importe qui dans n'importe quel contexte qui va arriver, qui va vous donner une information et bim, du jour au lendemain, vous allez changer complètement votre vie. Ça, il y en a qui le font, mais je pense que c'est pas forcément la norme. Et ce qui m'intéresse, c'est notamment d'essayer de comprendre comment
est-ce qu'on peut cerner un petit peu les éléments de contexte qui peuvent faciliter le fait qu'on va mener un changement dans notre vie? Donc je parle tant d'un point de vue individuel de moi, voilà, si j'ai envie de changer quelque chose, qu'est-ce qui va me pousser à changer? Et pour d'autres personnes, du coup, par extension, qu'est-ce qui peut les pousser à avoir envie de changer? Et qu'est-ce que moi je peux créer en tant que médiateur justement de ces choses-là pour faciliter cette graine en tout cas qui va pouvoir mener à des changements. Et dans le cadre de ma thèse, donc je m'intéresse particulièrement aux changements en lien avec les enseignants et enseignantes. Je pense que l'un d'entre vous l'a mentionné, le manque de temps. Je pense que les enseignants, enseignantes, il y en a dans la salle, ils pourront témoigner du fait que le temps, c'est forcément un problème. Voilà, on n'a jamais le temps. Le manque de compétences ou en tout cas les compétences perçues peuvent aussi apparaître comme un potentiel frein. Et on peut en imaginer plein d'autres comme ça qui vont faire qu'on ne va pas forcément au quotidien aller se dire ah bah tiens, je vais lire des articles scientifiques sur des questions en lien avec l'esprit critique. Dans le cadre des activités associatives que je mène, qui sont reliées à ma thèse, justement, tu parlais, je crois, d'état de l'art de synthèse, avec l'association Efficience que j'ai cofondée avec Lisette Prince, qui est dans le fond. On a justement cherché à s'appuyer sur des recherches sur l'éducation à l'esprit critique, dans une optique de pouvoir permettre à d'autres personnes qui ne sont pas des chercheurs-chercheuses de s'en saisir. Et on l'a fait justement dans cette optique de se dire, ben voilà, c'est compliqué de changer. Comment est-ce que nous, on peut faciliter ça? Et donc notre première version de la synthèse, je n'avais pas, en tout cas personnellement, tous ces éléments-là en tête, j'avais pas toute cette réflexion, et ça m'est venu notamment en me rendant compte que même quand on fait ce travail de synthèse, en fait, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il suffit pas de reformuler des recherches pour que nécessairement ça donne envie aux gens de les lire. Et c'est là où on peut penser, par exemple, aujourd'hui à des formats plus comme la vidéo ou les vulgarisateurs, vulgarisatrices. Voilà, ils font des centaines de milliers de vues en parlant de certains sujets, et où on a l'impression que les vidéos, voilà, ça va révolutionner la façon dont les gens vont s'intéresser. Donc effectivement, ça peut être peut-être une autre piste à explorer sur comment on donne envie aux gens. Et ensuite, indépendamment du fait de... Voilà, on part du principe qu'on a réussi à donner envie aux gens, comment est-ce qu'on fait en sorte de savoir si ça va amener un changement? Parce que moi, je regarde des tas de vidéos sur YouTube, je ne saurais pas dire pour autant, est-ce que j'ai changé mes pratiques? Est-ce que j'ai changé mes réflexions sur les sujets que j'ai abordés? Je pourrais vous poser la question, par exemple, depuis le début du REC, est-ce que vous avez assisté à des présentations, des choses qui ont changé vos idées, ont changé ou vont changer d'après vous vos pratiques? Est-ce qu'il y a des gens qui ont identifié par exemple des éléments où ça vous a fait ah voilà, là il y a quelque chose qui se passe? D'accord. C'était tout à l'heure sur la présentation sur les fausses croyances sur le clitoris, et sur moi ça m'a parlé sur le plan de il y a plein de croyances qui véhiculent plus par des idées militantes parce que c'est vrai, les femmes sont invisibilisées dans la science, dans les recherches, et donc, mais là on a appliqué cette idée-là, et en fait on se rend compte que quand on fait des recherches, non, il y a eu des recherches depuis très 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 longtemps et qui n'étaient pas si inexactes que ça sur ce sujet-là, et en fait oui, il y a des moments où c'est invisibilisé, mais pas forcément pour des raisons telles qu'on les croit. Et du coup, voilà, cette idée de le militantisme, moi je trouve que c'est très très important, mais parfois ça peut amener des chemins un peu... enfin voilà, il y a des fausses croyances auxquelles il faut faire attention quand même. Et ça m'a un peu perturbé, quoi. Super. Ben merci. Du coup, je pense que là, c'est un terreau fertile. Je ne sais pas exactement quel a été le changement précis, puisque je ne sais pas d'où tu partais dans ta réflexion là-dessus. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'en tout cas, en termes de changement d'idée, il y a quelque chose qui se joue. Est-ce que tu as identifié qu'est-ce qui a fait que ce changement, en tout cas, est en train de se produire, ou qu'est-ce qui a fait le déclic? Est-ce que tu sais si c'est une phrase ou juste dans l'ensemble le sujet? Elle a cité des phrases qui sont les croyances que beaucoup de gens ont, et c'était exactement ça, quoi. C'était exactement les croyances que j'avais, et elle a démontré avec des arguments assez précis que c'est faux, quoi. Enfin, que dans les faits, c'est pas prouvé, quoi. Et du
Du coup, c'était vraiment voilà, ça fait une petite claque de ah bah non, c'est pas vrai. Donc, je sais pas. Enfin, oui, c'est par la preuve, quoi. En prenant le temps d'être pédagogue et d'expliquer aussi, c'est intéressant, je pense qu'elle voulait expliquer pourquoi les gens croient ça, et montrer que c'est pas des croyances qui sont loufoques ou stupides, mais que par contre elles sont juste pas avérées, quoi. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'impression d'avoir... Ouais. Oui, alors tout à l'heure il y avait une conférence sur l'emprise mentale à l'ère du numérique ici. Et donc l'intervenante a terminé son discours par le fait que les gens qui véhiculent des théories du complot, qui recherchent donc soit la célébrité, soit l'argent, ou les deux, sont de très bons communicants. Et sur les réseaux sociaux, ils utilisent très bien le fait, l'appel à l'émotion. C'est ça qui permet de rallier énormément de gens. Et par une espèce de, peut-être pas de pédanterie, mais de fierté intellectuelle, je me suis toujours refusé à communiquer en faisant appel à ça. Sauf qu'en fait, si je veux avoir un impact, au moins à mon échelle, sur le fait de transmettre des choses d'esprit critique ou des éthiques, à un moment, j'ai envie de faire appel à ça. Donc, ça a été un changement pour moi tout à l'heure, parce qu'il y a une personne qui a fait des recherches, justement, c'est pas sa spécialité, mais elle a réussi à me convaincre parce qu'elle est allée chercher l'information dans des travaux de sociologie. Et ça m'a convaincu de changer un peu mon comportement vis-à-vis de la manière de parler d'esprit critique. Donc on faisait appel à l'émotion. Super intéressant ce rapport à l'émotion. Je pense qu'on peut le relier effectivement aux croyances en général. En fait, tout le monde a des croyances qui se basent sur différentes choses. Parfois, on n'est pas conscient ou consciente sur quoi se basent nos croyances. Et dans tous les cas, souvent, il y a des croyances qu'on associe à notre identité. Et du coup, plus justement on va avoir un attachement en reliant la croyance à notre identité, plus justement le côté émotionnel peut être fort si jamais on vient secouer ou bouleverser ce type de croyance, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, il y a des gens aussi dans leur personnalité qui peuvent adorer se faire remettre en question et tout ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la dimension émotionnelle, pendant assez longtemps dans les discours, je ne sais pas quelle est votre perspective là-dessus, depuis combien de temps vous entendez un petit peu des choses dans le milieu de l'esprit critique, mais dans les milieux rationalistes, j'ai l'impression que très longtemps il y a eu un petit peu cette idée que voilà, les émotions, c'est de côté, c'est pas important, et que ce qui compte c'est être rationnel, être logique. Et il y avait un petit peu cette idée répandue justement qu'en fait bon, le côté émotionnel, on n'a pas trop envie d'y toucher. Et pourtant quand justement on regarde, y compris au niveau des recherches sur ces questions, notamment par exemple en lien avec l'argumentation, qui est une composante assez essentielle, je pense, en lien avec l'esprit critique. Et ça rejoint ce que tu disais sur le côté, je pense, arriver avec quelque chose qui semble personnalisé, où finalement tu te retrouves dans les choses et où ensuite, il y a des arguments forts qui vont venir démonter certaines de ces croyances. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, ça n'a pas été fait de manière trop maladroite, si jamais ça a réussi à ne pas te braquer et juste que ça a permis que tu te reconnaisses. Mais en tout cas, dans cette dimension argumentative, souvent, il y a une dimension émotionnelle qui est importante, soit dans l'émotion que nous on ressent, mais aussi dans la prise en compte de ce que l'autre vit dans une situation d'argumentation. Donc ça peut être un dialogue à deux personnes, ça peut être un débat en classe, ça peut être plein de contextes différents. Mais quand on produit des arguments, parfois tenir compte justement de comment l'autre les reçoit, comment l'autre les vit. Ben, là aussi, c'est intéressant d'aller voir justement des recherches qui sont intéressées à ça et qui montrent que c'est pas pour rien justement dans cette capacité de changement. Donc effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir cette réflexion autour de l'émotion et la place qu'elle peut avoir dans l'esprit critique, puisque pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'un petit peu mis de côté peut-être. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager un changement éventuel? Non? Ok. Du coup, juste pour revenir un petit peu au contexte dans lequel moi je réfléchis à ces questions, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, plein de chercheurs, chercheuses qui s'intéressent à l'esprit critique depuis super longtemps. Et une des problématiques, souvent, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur déjà ce que c'est l'esprit critique.
Et je me suis rendu compte, quand j'avançais justement en lien avec cette éducation à l'esprit critique, bon ben ok, mais si on n'est déjà pas d'accord sur ce que c'est l'esprit critique, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire en classe, qu'est-ce qu'on doit enseigner, sur quoi on se base, du coup, c'est quoi nos critères, comment est-ce qu'on peut faire preuve d'esprit critique sur l'esprit critique lui-même. Et une réponse que moi j'ai envie d'apporter, en tout cas qui me parle, et encore une fois c'est en lien avec mes valeurs, je ne dis pas que c'est la solution à résoudre tous les débats, mais mon parti pris ça a été de ne pas y réfléchir tout seul dans mon coin, et de me dire que ce qui va compter, ça va être plutôt comment on s'organise collectivement pour y répondre. Donc ça rejoint des questions démocratiques finalement de... si l'éducation nationale, par exemple, demain devait mettre au programme scolaire des cours en lien avec l'éducation à l'esprit critique, donc il y a déjà des choses qui existent qui sont en lien, qui a son mot à dire sur ce qui doit être fait, qui a son mot à dire sur comment ça doit être mis en place, ces pratiques d'éducation à l'esprit critique. Et de la même façon, sur les recherches qui sont menées en lien avec l'éducation à l'esprit critique, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui est une pratique intéressante, qu'est-ce qu'on doit recommander aux enseignants, enseignantes, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas envie de réfléchir du haut de ma tour d'ivoire. Et à partir du travail de synthèse qu'on avait fait autour des recherches sur l'éducation à l'esprit critique avec l'association Efficience, dans le cadre de ma thèse, j'ai décidé de lancer un projet collaboratif où j'ai invité plein de chercheurs, chercheuses et plein d'enseignants, enseignantes à se mettre autour de la table virtuelle et à réfléchir ensemble en fait à qu'est-ce qui fait aujourd'hui, avec la version de la synthèse telle qu'elle est, que ça n'est pas forcément facile pour des enseignants, mais je pense qu'on peut l'étendre au-delà des enseignants et que c'est une réflexion plus globale. Comment est-ce qu'on peut faciliter son usage ? Et en mettant plein de personnes différentes autour de la table, évidemment, ça soulève des problèmes humains, j'ai envie de dire. On n'est pas forcément tout le temps d'accord, ça peut être compliqué, tout ça. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est trouver un processus où, au lieu d'être juste des chercheurs qui font leur truc dans leur coin ou des profs qui restent dans leur classe et tout ça, je trouve qu'on a réussi d'une certaine façon à se parler, à s'entendre et j'espère en tout cas à réussir à aller chercher le meilleur des deux mondes. Et je dis ça comme si c'était au passé, mais c'est encore en cours justement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est à partir des avis de chaque personne qui a contribué, de pouvoir faire du tri pour pouvoir proposer une nouvelle version de cette synthèse qui permettra justement à des nouvelles personnes qui s'intéressent aux recherches et qui peuvent vouloir l'utiliser pour différentes façons, de bénéficier en fait de différents points de vue. Donc ça s'oppose peut-être à différentes visions de chercheurs-chercheuses qui cherchent à restreindre l'esprit critique à un petit bout. Ma perspective en tout cas sur la question, et moi je terminerai là-dessus et je vous laisserai la parole pour le peu de temps qui nous restera, c'est justement dans cette dimension collective, à la fois pour faire de la recherche mais aussi pour créer des ressources, est-ce que tout simplement on ne pourrait pas bénéficier des recherches davantage si on les fait ensemble, si on les pense ensemble et si on trouve des processus qui permettent notamment aux personnes qui sont parfois très éloignées de la recherche, qui peuvent être exclues de certains milieux. Tu parlais de l'exemple des femmes scientifiques qui étaient mises de côté et qui le sont encore dans certains milieux ou dans notre société en général. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour faire entendre les voix dans la recherche de personnes qui, a priori, n'y sont pas les bienvenues ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir à ça ? Est-ce qu'il y a des remarques, questions, tout ce que vous voulez ? Alors, je ne suis pas scientifique, peut-être je me trompe, mais la plupart des études scientifiques sont publiées dans des revues qui sont payantes et en anglais. Ce qu'il faudrait, ce serait un truc gratuit, si possible, parce que bon, il existe des moyens de pirater, ça ne marche pas pour tout, et en plus, c'est souvent bloqué par l'État. C'est pas pratique, il serait mieux que ce soit public qui gère ça, par exemple, que ça se fait forcément via l'État. Plus financer les chercheurs, parce que les chercheurs ont souvent du mal à se faire financer, en fait. Et c'est un gros problème, je pense. Avec des inégalités aussi de financement entre les disciplines, des guerres de chapelle, des enjeux de pouvoir, etc. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres
D'autres remarques? Et en tout cas, merci de souligner effectivement certains freins. Malheureusement, moi, j'ai pas des solutions à rendre toutes les recherches accessibles, à part en allant sur Sci-Hub ou compagnie. Mais voilà, c'est enregistré, comme ça, les personnes qui ne connaissent pas peuvent venir m'écrire si besoin. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, avant tout, une sorte de biais qui consiste à dire que la pédagogie n'est pas une science? Enfin, j'entends pas mal de collègues considérer que la pédagogie, c'est pas... Il n'y a pas une objectivation des connaissances qui puisse être possible, c'est une histoire de personnes, etc. Enfin, j'entends tout le temps ce discours-là. Parce que déjà, il n'y a pas un premier travail à faire à ce niveau-là. Mais en plus, je considère que les profs ne sont pas forcément responsables parce que tous les 5 ans, on nous propose des nouveaux programmes, des nouvelles méthodes, des nouveaux perceptions. Et finalement, on finit par se dire, bah, en fait, il n'y a pas trop de méthode. Et c'est plutôt le cadre qu'il faudrait peut-être changer avant d'envisager des méthodes qui fonctionneraient partout. Ouais, donc je pense que ça, si j'ai bien compris, en tout cas, ça touche aussi à nos représentations à l'échelle de la société. Donc là encore, malheureusement, j'ai pas de solution simple, mais je suis assez d'accord sur le fait que la façon dont sont considérées certaines disciplines et certaines sciences, donc les sciences de l'éducation, ça recouvre plein de choses très différentes et pour tout un tas de raisons historiques, elles ont été assez dénigrées dans certains milieux, elles le sont encore aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des enjeux institutionnels, des enjeux politiques derrière, et ça, c'est pas évident à changer. Mais il y a, je pense, effectivement, des vrais enjeux. Ça rejoint aussi la question des financements, je pense, de la recherche, de comment est-ce qu'on peut aussi changer ces représentations. Je pense que pour ça, il y a aussi un besoin de travail de vulgarisation, de médiation, pour faire comprendre un petit peu quelles sont les forces de ces approches qui peuvent être assez différentes de notre vision souvent assez restreinte de la science. Et pourtant, il y a des tas de choses que les sciences de l'éducation ou d'autres sciences sociales, sciences humaines peuvent nous aider pour réfléchir sur ces questions en lien avec l'esprit critique, en tout cas. Par là, je termine, parce qu'en fait, j'ai pas été au bout de mon raisonnement, c'est qu'il y a chez les enseignants une sorte de frein qui dit on n'est pas dans les conditions pour enseigner correctement. Donc la méthode n'existe pas, entre guillemets, c'est le contexte qui est plus problématique que la méthode en soi. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent qui fait que je pense que beaucoup de profs ne s'investissent pas plus que ça dans un projet collaboratif. Et moi, j'ai ce sentiment-là. Alors ce sentiment est étayé par la première recherche que j'ai menée dans ma thèse où donc, je m'intéressais aux freins à l'utilisation de recherche par des enseignants-enseignantes. J'ai interrogé à la fois des profs mais aussi des chercheurs-chercheuses et des personnes que je vais appeler des décideurs, donc des gens qui ont un pouvoir institutionnel en lien avec les profs. Et parmi les différents facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent freiner cette utilisation de recherche, le soutien institutionnel et son manque en particulier, c'était celui qui a été jugé comme étant le plus important. Donc je pense que ça rejoint vraiment cette idée de tant qu'on n'a pas un vrai soutien institutionnel pour permettre la participation à des collaborations, mais on restera sur un public très très niche avec des gens ultra motivés qui sont pas représentatifs des profs parce qu'ils prennent sur leur temps perso, etc. Et c'est pas ce que je souhaite non plus. J'aimerais que ce soit institutionnalisé, on y travaille, mais voilà, je pourrais pas tout détailler en 30 secondes, mais avec plaisir pour en reparler. Il y avait 2 questions encore, ouais. 2 remarques. Je suis enseignante en physique-chimie. Je ne pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise pédagogie. On a des programmes, c'est vrai. On a quand même maintenant une certaine liberté à traiter des programmes. Et pour avoir donc travaillé avec Pline sur le travail de l'esprit critique et tout. Donc première chose, je pense que on a une possibilité maintenant de traiter les choses différemment et de développer de nouvelles postures en fait pour faire notre enseignement et d'autant plus des postures d'esprit critique. On peut vraiment travailler l'esprit critique tout en travaillant le programme. Alors c'est vrai que ça demande du temps, de préparation, de construction des cours, etc. Mais je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très efficace. Et la deuxième chose, pour ce qui est de la recherche, on a quand même des dispositifs aussi avec l'ISP où on peut participer à des programmes de recherche dans les classes. Sur des thématiques bien précises. Il y a des appels à projets assez régulièrement avec l'INSPE où on peut faire ce genre de travail-là. Et donc, par rapport à la question qui avait été posée au début, sur qu'est-ce
qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, en tant qu'enseignants, de participer à de tels projets. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur l'esprit critique en sciences, mais le fait d'avoir participé à ce projet-là, et je rejoins ce que tu disais, ça permet en fait d'expliciter des pratiques, parce que je pense qu'on a beaucoup de problèmes, en tout cas moi j'ai pas mal de problèmes d'explicitation en fait. Je fais des choses, comme beaucoup d'enseignants, on fait des choses, mais on le dit pas, on l'explicite pas vraiment, et on n'a pas forcément conscience de ce qu'on fait. Et même de l'esprit critique en classe, beaucoup d'enseignants font de l'esprit critique, mais sans forcément le formaliser ou l'expliciter. Et le fait d'avoir travaillé à ce programme-là, c'est vrai que ça m'a obligée à dire des mots, à l'expliciter, à le formaliser. Et ça, je pense que c'est vraiment une posture qui a été déclenchée en plus de ce que je faisais avant. Merci beaucoup. Comme j'ai envie de respecter le temps autant que possible, je vous propose qu'on s'en arrête là officiellement, mais je suis ravi de continuer les échanges juste à la sortie, si jamais vous avez envie. Désolé, je crois que tu voulais réagir aussi, mais ravi qu'on en discute dans une seconde. Merci beaucoup.